Smart Cause, c'est une rubrique que l'on vous propose tous les mois en partenariat avec DIFT pour mettre en avant une association. Et aujourd'hui, c'est le Chaînon Manquant. Bonjour Valérie de Margerie. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice, la présidente du Chaînon Manquant. Clara Piget, bonjour. Bienvenue à vous aussi, cofondatrice et responsable des opérations de DIFT. Valérie de Largerie, présentez-nous cette association, le Chaînon Manquant. Quelle est votre cause? Alors, le Chaînon Manquant, nous avons créé le Chaînon Manquant il y a un peu plus de 10 ans, avec une mission simple, sauver des surplus alimentaires frais de qualité et les redistribuer immédiatement aux associations de solidarité qui en ont besoin. Ouais. Voilà, donc notre cause, en 2014, on va peut-être partir de là, on parlait de 6 millions de personnes en insécurité alimentaire. C'est un chiffre qui n'a cessé d'augmenter depuis, de manière catastrophique d'ailleurs. Oui, j'ai vu 10 millions de personnes. C'est ça, voilà, 10 millions de personnes aujourd'hui, chiffre, un Français sur 3 qui disent privés de nourriture. Et puis, en parallèle, on commençait à parler du gaspillage alimentaire, de son ampleur, à savoir en France 10 millions de tonnes de nourriture gaspillée chaque année, malgré l'impact environnemental de leur production. Voilà, donc des estomacs vides d'un côté, des poubelles pleines de l'autre, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'on a créé le Chaînon Manquant, en nous concentrant sur ce qui manquait le plus à l'aide alimentaire, c'est-à-dire des produits frais, variés, de qualité. Ouais. Et alors, combien de tonnes de produits vous avez sauvés en 10 ans? Ah, c'est une bonne question. Un peu plus de 2,8 millions de repas. Eh bien, ça fait combien de... Ça doit faire beaucoup de tonnes de denrées alimentaires. Je veux bien que vous nous présentiez DIFT en quelques mots, même si voilà, l'entreprise a déjà participé évidemment et nous a déjà présenté d'autres associations que vous accompagnez. Avec plaisir. Donc DIFT, déjà, c'est le nouveau nom de Captain Cause, qui a changé de nom il y a quelques mois. C'est une société à mission qu'on a structurée avec un objectif, celui de lever des fonds pour des associations et leur donner de la visibilité. Et donc concrètement, on a développé un logiciel et une plateforme qui permet aux entreprises de développer leur générosité et d'impliquer leurs clients, leurs collaborateurs, leur communauté dans le choix des causes qui sont financées. Ça permet de donner de la visibilité à toutes ces initiatives. Donc ce sont des entreprises qui mobilisent quoi, leurs collaborateurs, leurs salariés pour donner d'une certaine façon? C'est essentiellement leurs clients qui sont mobilisés. Donc, on a des entreprises qui ont des grands programmes de fidélité qui proposent de transformer des points qui ont été accumulés en consommant en dons à des assos, par exemple, ou bien qui, à Noël ou pour les anniversaires des clients, leur offrent un DIFT, donc un don cadeau, qui sera fléché à une association. Et ces enjeux de précarité alimentaire, il y a beaucoup d'entreprises qui y sont sensibles, qui s'y associent d'une certaine façon? C'est un sujet qui est très bien compris et entendu par les entreprises, donc elles se lancent dans l'aventure de soutenir ces associations. L'année dernière, il y avait eu des grands appels qui avaient été faits, notamment par les Restos du Cœur, autour des sujets de précarité alimentaire. Disons que c'est un sujet qui existe dans le quotidien des gens et qui ne peut pas être ignoré par les entreprises, donc elles se lancent dans l'aventure. Alors il y a eu des façons assez simples de commencer leur engagement en donnant par exemple des invendus. Donc Valérie me disait tout à l'heure que le point d'entrée du Chaînon Manquant des entreprises, c'était les restaurants d'entreprise. Et maintenant, ce qu'il faut développer, c'est le financement des associations, leur fonctionnement, leur développement et le fait qu'elles grandissent. Vous nous disiez, le Chaînon Manquant a été créé il y a 10 ans. Les Restos du Cœur, ça fait beaucoup plus longtemps. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Où est-ce que vous vous êtes dit, mais là, il y a vraiment il y a un trou dans la raquette, quoi? Oui, la réactivité. En fait, sur ces produits frais, fragiles, rapidement périssables, ça peut être des repas préparés ou des produits bruts, mais en fait, ce sont des produits à cuisiner ou à consommer dans les 2 jours, voire même aujourd'hui. Donc, on est des champions de la réactivité. Peut-être je vous explique un peu comment ça marche. Allez-y. Chaque jour, on a des équipes de bénévoles mobiles qui collectent des surplus frais de qualité auprès des professionnels, des restaurants d'entreprise, l'événementiel, la de production. Et puis, on les redistribue dans la foulée, dans les 2 heures, aux associations qui en ont le plus besoin. Est-ce que vous travaillez aussi avec les supermarchés, avec la grande distribution? Oui, après je dirais que c'est pas... On a innové sur d'autres secteurs, là-dessus il y a beaucoup d'acteurs. Parce que la loi AGEC a quand même changé la donne. Il y a une obligation pour les supermarchés de ne plus jeter, de ne plus détruire leurs invendus. Est-ce que ça vous a obligé, alors vous avez un peu répondu à la question, mais à organiser une collecte différente, supplémentaire, parce que d'un seul coup, il y a peut-être plus de nourriture qui est arrivée sur
sur ce marché ou qu'on a eu la capacité de donner, de oui, alors on a redistribuer? grandi avec ces lois, nous, Oui. parce qu'en fait, voilà, la première loi Garot, c'est 2015, donc on a accompagné tout ce mouvement, et simplement, nous, on s'est engagé sur le secteur principalement de l'événementiel, de la restauration collective, parce qu'on a vraiment cette recherche de produits un peu différents auxquels les associations n'ont pas accès, et on a pensé tout notre dispositif comme ça. Voilà, et après, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des plannings de collecte et de base pour mobiliser des équipes, et puis ensuite on a des demandes de collecte urgentes qui arrivent tous les jours, et c'est tout le défi quotidien de notre équipe de les intégrer sur les circuits en cours. Et avec quelles associations vous travaillez? Vous êtes l'association des associations, en quelque sorte. Oui, on est un peu aidant des aidants sur la solidarité alimentaire, absolument. On travaille avec une grande diversité d'associations, et justement, on va flécher les produits en fonction des associations. Donc, si on a des fruits et légumes bruts à cuisiner, ça ira dans des restaurants solidaires. Si on a des grands plats collectifs à partager au centre d'hébergement, ou des sandwichs et des salades, distribution étudiante, par exemple. Clara Piget, est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres associations que les entreprises peuvent ou veulent accompagner sur ces thématiques de lutte contre la précarité alimentaire? Sur la précarité alimentaire, oui, j'en ai 2 en tête notamment. On travaille avec Hop Hop Food, qui est une association qui pourrait être comparée au Chaînon Manquant, puisqu'ils mettent aussi en place une interface entre les personnes qui ont des invendus, plutôt des épiceries et des magasins généraux, quoi. Et des personnes qui sont en situation de précarité et qui voudraient aller chercher des paniers d'invendus gratuitement auprès de ces magasins. Donc eux, c'est vraiment une application digitale et du direct aux bénéficiaires. Et on travaille aussi, par exemple, avec Copain, Valérie mentionnait à l'instant les aides pour les étudiants, qui, eux, font la distribution. Donc, eux, c'est plutôt des bénéficiaires du Chaînon Manquant et le bout de la chaîne. Oui. Est-ce qu'il y a des enjeux de traçabilité, de sécurité alimentaire? J'imagine Bien que sûr. oui. Oui, c'est un sujet compliqué. Qui est responsable du produit? Il y a pas mal d'enjeux sur ce sujet. Il y a également la garantie de la chaîne du froid. Donc, nous, on travaille en camionnette réfrigérée. Voilà. Et puis, ça veut dire qu'à partir du moment, pardon de vous interrompre, à partir du moment où vous récupérez les produits, c'est vous qui devenez responsable? Oui, absolument. On en est propriétaire. Oui. Et jusqu'à ce que vous les livriez aux associations, et elles deviennent responsables à ce moment-là? Elles deviennent responsables à ce moment-là. Chacun est responsable de la partie de la chaîne alimentaire qu'il maîtrise. Est-ce que c'était l'argument donné par certains pour jeter, avant les lois? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y avait une grande peur. Les premières années, le sujet, c'était d'être crédible. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé tout de suite avec des grands noms. Notre première action terrain, c'était Roland Garros. Donc, voilà. Donc, c'était important, en fait, de rentrer avec des grands qui allaient justement... Ça rassure les autres, après. De crédibilité. Oui, effectivement. Vos bénéficiaires directs, vous disiez, on est malheureusement autour de 10 millions de personnes qui sont en précarité alimentaire. Comment on la définit? C'est quoi? C'est quand on est obligé de sauter un repas par jour? C'est quoi le critère? Oui, alors je vais vous dire là-dessus, je ne vais pas vous répondre clairement parce qu'en fait, effectivement, il y a l'insécurité alimentaire, la précarité alimentaire. En fait, il y a tout un panel un peu de difficultés de se nourrir. Mais effectivement, aujourd'hui, on voit énormément de personnes qui sautent des repas. Ça, c'est assez récent. Alors qu'avant, on allait plutôt dire on ne répond pas à ses besoins nutritionnels. Aujourd'hui, on parle de faim en France. C'est assez nouveau. Avec une population jeune qui est notamment concernée, Clara Piget? Les populations qui sont sensibles à toutes ces précarités, c'est souvent les mêmes, malheureusement. Quand on parle précarité logement, précarité alimentaire, ça va être beaucoup les jeunes, donc les étudiants, jeunes actifs qui ne gagnent pas assez bien leur vie pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Les familles monoparentales, donc là, les femmes sont particulièrement touchées. Donc voilà, c'est des publics qui cumulent les sensibilités et aussi les difficultés et les fragilités. Donc oui, c'est des publics qu'on retrouve chez beaucoup d'associations et parmi les bénéficiaires de beaucoup d'assauts qu'on accompagne. Est-ce que vous voyez de plus en plus de jeunes dans cette situation d'insécurité ou de précarité alimentaire? Il y a eu la période Covid qui a servi un peu de révélateur. Oui, bien sûr. Mais effectivement, en fait, il y a vraiment tout un panel de populations différentes. Donc, les étudiants, bien sûr, depuis le Covid, c'est flagrant. En fait, nous, toutes les associations qu'on aide, elles nous disent « vous ne faites pas assez ». On est vraiment face à un effet ciseau avec des surplus quand même qui diminuent. Globalement, parce qu'on progresse sur ces sujets-là, et par contre des besoins qui explosent parce que la précarité explose. Et donc c'est autant les étudiants, et c'est dramatique, bien sûr, mais effectivement des mamans qui ne vont pas manger pour pouvoir nourrir leurs enfants. Voilà, c'est vraiment tout un panel.
Je voudrais qu'on parle des Jeux Olympiques parce que vous avez été directement impliqué. Voilà, ça a été un immense succès collectif, populaire, peut-être aussi un moment de fierté nationale. On n'a pas tant que ça, donc on peut se le rappeler. Mais il y avait quand même cet enjeu de gâchis, de gaspillage alimentaire. Je ne sais pas, là aussi, vous n'avez peut-être pas le chiffre, mais j'imagine des tonnes de nourriture qui n'étaient pas forcément consommées et qu'il fallait récupérer. Tout à fait. Alors là, je peux vous dire qu'on a collecté, parce que c'est plus frais, 42 tonnes de nourriture liées au site olympique. Donc ça fait 80 000 repas frais distribués juste sur cet événement olympique et paralympique. Voilà. Ça a été aussi une belle visibilité pour nos enjeux. Aux yeux du monde entier, ça c'est quand même très fort. Et puis on a une centaine de bénévoles mobilisés chaque jour dès le lever du soleil sur ces sites. C'est des souvenirs pour la vie. Et même pour moi qui ai porté la flamme olympique. Donc oui, évidemment, ça marque une vie. Et justement, tiens, sur le bénévolat ou les retours des entreprises, des salariés, quel retour vous avez des entreprises, salariés qui aident le chaînon manquant, mais on peut élargir évidemment la question. C'est un sujet qui s'est beaucoup développé, l'engagement des équipes par le bénévolat ou par le don de temps dans les entreprises. Il y a des très beaux acteurs qui se sont développés sur le sujet pour mettre en relation les entreprises qui se disaient tiens, j'ai des sujets de gestion de fin de carrière, ou alors pour mes très juniors de les libérer un jour par mois, 2-3 jours par an pour leur permettre de faire ça. Est-ce que ça fait naître parfois des vocations ? C'est-à-dire le fait d'avoir participé ou que son entreprise participe à une cause fait que des gens se disent tiens, je vais devenir bénévole pour cette association. Je ne suis pas la mieux placée pour y répondre parce qu'on n'est pas sur le terrain à regarder ça tous les jours, mais j'ai l'impression que c'est quand même plutôt des gens qui sont, Valérie complétera peut-être mieux que moi, qui sont engagés à l'origine et qui ont envie de se libérer de ce temps. C'est eux qui ont été très demandeurs à l'origine que leurs employeurs mettent ça en place. Maintenant, j'imagine qu'il y a des occasions, avec les JO par exemple, ont peut-être fait naître des vocations parce qu'on se dit c'est aussi un moment sympa pour s'engager, et ensuite on découvre une cause et le fait qu'elle est là toute l'année. Alors pour les JO, c'est sûr, donc ça a été un tournant dans l'association. Aujourd'hui, on a plein de bénévoles et pas assez de missions pour les occuper. Donc vraiment, ça a été un tournant. Mais par rapport aux entreprises, effectivement, les programmes d'engagement collaborateur font souvent découvrir l'association aux gens. Et c'est peut-être une petite partie, mais du coup, pour nous, c'est beaucoup de monde finalement qui revient ensuite s'engager dans l'association le week-end, par exemple. Donc effectivement, oui, c'est un bon canal de découverte pour nous. Des ambassadeurs auprès de la Fondation et des personnes qui choisissent où vont les fonds aussi. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Prête pour l'impact.